Bon, d'abord, il y a un travail sur ordinateur de composition de cette image, hein. Ça, c'est par exemple un fichier récupéré sur YouTube. C'était bien signalé, hein, si tu as des terroristes en train de, en effet, de tirer sur la coalition à partir d'une mitrailleuse. Et moi, à partir de ce document, je vais extraire les photos et je vais commencer à, tu vois, à en faire un dessin pour pouvoir refaire la carte et refaire la maquette après. Donc là, cette maison-là, moi, je vais l'indiquer soit sur un dessin, je sais qu'il y a un bâtiment ici, puis il y a une route, etc., etc. Et je vais reconstituer ainsi la carte et la réaliser en carton. C'est comme ça que je travaille, à partir d'un document original. C'est assemblé sur ordinateur. Je fais une projection rapide qu'on peut voir ici, là. Donc là, on voit quelques repères de couleurs. Alors on se rend compte que quand on compare, voilà, ça n'a strictement rien à voir encore avec la peinture. Après, il va falloir repeindre chaque panneau. Donc à partir d'une photo que, voilà, que je tire sur imprimante, comme ça, je fais un montage. C'est un format A3. Et à partir de là, je redessine entièrement à l'encre aquarellée tous les détails. Je me construis des petits outils comme ça, c'est 3 pinceaux, comme ça te permet de faire 3 petits points, toc toc toc, tu vois, très rapidement. J'aime bien cette idée de peindre quelque chose qui est très violent avec une technique ancestrale et très douce qui est liée à l'eau. Et ce que ça représente, c'est, voilà, n'a rien à voir avec la technique qu'on utilise. J'aime bien cette idée. Après la crise de la guerre du Vietnam, après les Malouines, aujourd'hui les journalistes, ils sont pas vraiment sur les champs de bataille. Et puis là ce sont les zones interdites, c'est-à-dire que même les vidéos aujourd'hui qu'on peut consulter sur des bombardements de drones, les longitudes et les latitudes sont systématiquement camouflées dans les vidéos, ce qui fait qu'on ne peut jamais savoir exactement la zone qui a été bombardée. Il n'y a plus d'image de la guerre, quoi. Donc là, je suis en train de dessiner un des panneaux d'une grande pièce qui s'appelle À la vitesse des images. Je travaille à partir d'une photographie. J'ai fait un montage, donc il y aura 12 panneaux pour ce grand dessin. Dans chaque dessin, on voit qu'il y a différents types de bandes. Et les bandes correspondent à deux zones différentes sur Terre. Une qui correspond à la base de Creek, qui est au nord de Las Vegas, et c'est de là que sont pilotés tous les drones. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Celle-ci, c'est la plus médiatique et la plus connue. Et là, le signal part jusqu'en Allemagne par fibre optique, et d'Allemagne, ça repart sur un satellite qui commande donc les drones qui sont en Afghanistan. Et donc là, dans ce dessin, je mélange la carte, la vision satellite de cette zone-là, avec une autre zone qui est dans la zone rebelle au Pakistan, et une ville qui s'appelle Miranshah, et qui est une ville qui actuellement, voilà, subit de nombreux bombardements de drones, parce que c'est là que se dissimuleraient, si tu veux, beaucoup des terroristes d'Al-Qaïda, quoi. Ça s'appelle à la vitesse des images parce que, voilà, aujourd'hui c'est plus à la vitesse de la lumière, c'est qu'aujourd'hui la guerre se fait à travers les images. Donc ces gens qui sont dans cette base là, cette bande que je suis en train de peindre là, c'est justement un bout de la piste, parce qu'ils ont aussi des avions à cet endroit-là, et de là ils regardent en direct ce qui se passe au Pakistan. C'est Sun Tzu version drone. C'est des maquettes préparatoires normalement, c'est-à-dire que c'est censé être des sculptures. Donc Sun Tzu était un stratège chinois qui a écrit un livre célèbre qui s'appelle L'art de la guerre. Et surtout, il y a 2 chapitres qui sont très intéressants, dont une partie d'ailleurs avait été reprise après par Clausewitz au XIXe siècle, à l'époque napoléonienne, où il explique qu'on a une démarche particulière de bataille selon le type de topographie et de géographie. Et donc il définit 6 terrains. Terrain resserré, terrain dangereux, terrain sans influence, etc., etc. Et là, j'en ai fait 6 maquettes. Donc, c'est lié, évidemment, je crois que celui-ci, c'est sans influence. C'est-à-dire qu'en effet, le sol est plat. Entre 2 armées, on peut se battre sans qu'il y ait un souci. Ils sont tous liés. Du moins, j'ai essayé de les représenter. C'est un mix de plusieurs choses. Ça rappelle des bunkers. Ça rappelle en même temps comme des plaques tectoniques. Ça rappelle une topographie, mais qui est devenue un peu aberrante. Parce qu'évidemment qu'à notre époque, cette géographie-là, maintenant, elle est vue du ciel, systématiquement. Et donc, ce qui fait que c'est plus des courbes, mais c'est des plans. Et donc ce qui se passe dans ces maquettes, c'est que j'ai collé en effet des simples photos reprises sur un site qui permet d'accéder à des images satellites de la Terre.
Et donc ce sont des zones de combat, hein. Systématiquement ce sont de nouveau des zones pakistanaises, des zones en Afghanistan, et qui sont collées mais comme des plans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a une vue, et la géographie n'est pas quelque chose de rond, mais ce sont des plans avec obligatoirement un drone de manière orthogonale à ce plan. Il fait froid dehors, hein. Là, c'est le projet Angel of Light. C'est des micro-maquettes, hein, on est au 10 millième. Et chaque maquette correspond à une vidéo qui a été récupérée sur Internet et une vidéo postée sans doute par des militaires ou des journalistes de documents où l'on voit donc des drones tirer sur des terroristes. Et à partir de ces images, moi, j'en extrais une maquette en 3D. À partir de la vidéo, j'en fais des images 2D, puis j'en fais une maquette 3D. Ça, c'est une maquette qui représente un événement qui a eu lieu a priori au Pakistan, où des terroristes, en effet, se sont fait abattre par un drone, et les terroristes étaient situés à cette zone-là. Maintenant, la guerre est devenue quelque chose de robotique, plus de présence d'hommes mais piloté comme un jeu vidéo. Et donc là, le principe, c'est de filmer toutes ces maquettes par un robot qui sera piloté par un ordinateur, et qui va simuler des mouvements de drone au-dessus des maquettes. La caméra qui va être située ici au niveau de la pince, une mini caméra ou une webcam, va envoyer son information à un ordinateur, et l'ordinateur, lui, va cumuler d'une part l'image en direct, et va rajouter une simulation d'une cible de drone, et plus un grain, une espèce de trame pour faire vidéosurveillance. C'est-à-dire qu'au résultat, on a l'impression d'être en face d'un vrai document, et la chose se fait en direct. On voit toute la machine du faux se construire en face de nous. C'est une série qui s'intitule Poussière. Voilà, c'est une série réalisée au fusain et à la pierre noire. Et la poussière renvoie évidemment au grain quoi, de l'outil que tu utilises. Le fusain, la pierre noire, voilà, ça systématiquement, tu as de la poussière partout quand tu dessines ce genre de choses. Et puis pour moi, ça renvoyait aussi à la poussière voilà, des images de surveillance, quoi. Je trouve qu'il y a un grain qui est très poussiéreux dans ces images-là. Donc ça renvoie à ça. Ça, c'est une explication à propos de l'intitulé de l'œuvre. Mais surtout, voilà, le discours, parce qu'il y a un discours finalement derrière ces images, c'est que ce sont normalement des images complètement vulgaires. C'est-à-dire, ce ne sont pas des images de guerre, pas du tout, même si l'effet, donc ce qu'on appelle l'effet FLIR, hein, c'est-à-dire infrarouge, c'est des images que je récupère sur Internet ou dans des magazines, donc c'est des images complètement vulgaires de gens, par exemple ici, qui sont en train de marcher dans un parc, mais du fait tout d'un coup de le mettre, alors c'est pas un vrai négatif, mais pour simplifier, on va dire un peu négatif, ça donne cet effet de guerre. La guerre, c'est devenu comme un effet, et qu'il suffit finalement de quelque chose d'extrêmement vulgaire, comme des gens en train de marcher sur un parc. À partir du moment où on les fait en noir et blanc, avec cette poussière que provoque le fusain, ça rappelle directement l'image de surveillance, et tout d'un coup, on a l'impression que cette image provient d'un document qui serait lié à la guerre, ou une image vue voilà, d'un drone, ou des choses comme ça, alors que pas du tout, quoi. C'est toute l'ambiguïté de ces images-là, c'est ça. L'effet vraiment détermine l'origine de l'image. Voilà, ça devient un document comme s'il était filmé par un drone. Juste parce que l'image est en noir et blanc, et qu'elle a ce côté un peu... la trame que l'on voit là, qui rappelle un peu la trame vidéo et un peu floue, pas très bien définie. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de plusieurs choses dans cette maquette. C'est d'abord de faire illusion, puisque le résultat, c'est-à-dire que l'ensemble de ces maquettes sont filmées par 16 caméras, en mouvement ou pas en mouvement. C'est une vidéoprojection et l'image est divisée en 4. Donc en permanence, on voit 4 x 4, 16 images qui se déplacent. L'histoire, on pourrait la résumer simplement qu'un soldat américain, a priori, se fait donc abattre dans une cour par un sniper. C'est ça l'histoire qui est racontée. Et puis toute l'ambiguïté du document, parce qu'on a du son en plus, et on voit le décalage tout d'un coup entre ces maquettes qui sont des jouets, et puis sur l'écran, on a l'impression de voir un vrai document. Et en même temps, c'est pas un vrai document, parce qu'il y a plusieurs informations à l'intérieur. C'est-à-dire que certaines maquettes reprennent réellement des images qui existent vraiment sur le net. Enfin, je les ai mis en maquette, c'est des photos vraiment, qui ont été prises à Bagdad ou à Fallujah. D'autres images sont des reconstitutions. Celle-ci, par exemple, c'est vraiment une rue, une petite rue de Fallujah. Donc ça, c'est vraiment une copie d'une photo qui, tout d'un coup, est mise en 3D. Et puis d'autres proviennent du cinéma. Ça, c'est La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Celle-ci est une citation aussi de La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. C'est-à-dire, tout d'un coup, tout est mélangé. Les références cinématographiques qui parlent de la guerre, les vraies images qui ont servi à faire des maquettes, ou d'autres qui sont reconstituées par des documents, par exemple l'architecture. Et donc tout ça se mélange. Et la dernière image, c'est mon portrait, qui est fait à une échelle 1. Et donc cette histoire d'échelle, ça renvoie au fait que c'est du cinéma. Du moins qu'on pourrait scénographier et on pourrait filmer la guerre comme si c'était déjà du cinéma.
C'est cette ambiguïté entre les images que l'on voit en ce moment qui sont montées et des fois est-ce qu'elles ne sont pas montées comme des films et où on commence à voir la confusion entre la réalité et ce qui est fictionnel. Et c'est ce qui se passe aussi dans les mouvements de caméra. C'est-à-dire que dans cette installation, les mouvements de caméra sont des panoramiques et jamais un journaliste ou jamais un militaire va filmer en faisant un panoramique. On est caméra à l'épaule, on est caché derrière un mur, etc. Donc quand on regarde cette pièce, on a l'impression en effet que c'est presque comme un document, faussement un document historique d'un événement. Et en même temps, les mouvements disent non, attention, c'est du cinéma, puisque les mouvements sont du cinéma, les changements de plan sont du cinéma. Et les maquettes, elles sont cadrées par les caméras comme si on était dans un décor de cinéma. Il n'y a pas de hors-champ, on est dans du cinéma. La guerre, il y a du hors-champ. Je tourne ma caméra, je vois quelque chose. Ici, ce sont des décors. Si je tourne la caméra, il n'y a rien. Donc, on est dans un décor de cinéma. Et c'est toute l'ambiguïté de cette pièce. Ça, c'est pas... Non, mais ça, c'est pas évident. Mais parce que même si c'est des jouets, c'est quand même un travail grave et puis tragique. C'est un travail d'interrogation sur nos sociétés, sur le regard, sur la surveillance, sur la guerre. Mais en même temps, en effet, c'est des jouets. Alors, bon, j'ai toujours joué aux petits soldats quand j'étais enfant. J'ai beaucoup aimé les films de guerre que je regardais avec mon père. Il y a un manque, c'est-à-dire d'un côté, c'est vrai que je jouais avec des petits soldats. Alors, non, mais si on rentre un peu psychanalytiquement dans le problème, si tu veux, c'est que j'avais pas beaucoup de jouets. Donc je crois qu'aujourd'hui, je me venge en m'amusant énormément avec les robots, les jouets, tout ça. Voilà, je crois que c'est dans la quantité et la masse, ça c'est des choses que j'avais pas enfant. Et aujourd'hui, ça, voilà, ça, je les manipule et j'adore avoir cette quantité de jouets en permanence, les petits soldats et ces choses-là. J'ai toujours bricolé, voilà, enfant, j'étais un passionné de Lego, un passionné de mécano, de ce genre de... Donc les constructions, j'étais un enfant très calme parce que j'étais simplement concentré à jouer. Tu pouvais me laisser une journée entière avec une boîte de Lego ou une boîte de mécano. Et c'était de la création, de l'invention en permanence. Et en même temps, tu vois, c'était jamais de la science-fiction. C'était jamais très foldingue ce que je faisais. C'était quand même c'était des copies de. Si je m'amusais au Lego ou au mécano, je copiais un bateau que j'avais vu à la télévision ou en image. Je copiais un avion, je copiais un char. Mais j'étais déjà dans l'illusion, tu vois. C'était déjà de copier la réalité. J'inventais pas trop de choses. J'ai beaucoup travaillé comme s'il y avait eu un prologue. Et le prologue, c'est mon long travail sur 2 films. J'ai commencé par Blow Up en 96, le film de Michelangelo Antonioni. Ça, c'est vraiment le prologue de tout mon travail, même s'il y a eu des choses en amont, hein, même quand j'étais étudiant et tout, sur la question de la simulation. C'est des choses qui m'ont toujours intéressé, l'illusion, le simulacre. Mais Blow Up, c'est vraiment mon introduction dans cette thématique-là. C'est-à-dire la question du point de vue et la question de la vérité dans une image. Et comme il est symptomatique, ce film... j'ai travaillé presque 4 ans, 5 ans sur ce film. J'ai fait plus de 100 tableaux avec des versions au crayon, des versions à la peinture, des versions aquarelles. Donc il existe plein de dérivés autour de ce film et autour de l'unique film où, soi-disant, il existe en effet un tueur dans l'image quand le personnage principal, Hemmings, part faire une photo dans ce parc, découvre ce couple, et puis finalement après tirage et zoom, va découvrir qu'il y avait en effet un pistolet à l'intérieur d'un fourré qui a tué le personnage que l'on voit au début du film. Pour découvrir ça, il est obligé de faire de nombreux agrandissements. Et plus on agrandit une image, plus on se retrouve face à des points, c'est des pixels. Alors à l'époque, c'était pas des pixels, c'est le grain photographique. Et ce grain, lui, à un moment, il croit déceler en effet une vérité. C'est-à-dire que l'organisation de 2 points noirs avec un fond blanc, ça a l'air d'être un pistolet, mais ça pourrait très bien être autre chose, quoi. Alors donc c'est toute la différence qui est intéressante dans ce film, c'est qu'il y a l'histoire de ce photographe et apparaît à un moment de manière très épisodique un peintre qui lui peint avec des points. Et à l'intérieur de points, à un moment il semblerait, on voit donc ce photographe se pencher un moment sur une toile, une composition, et on dirait un mort. On croit voir un mort dans les points. Et il y a ce rapport tout d'un coup entre cette peinture et la photographie et la question de la vérité à l'intérieur d'une image. Le glissement se fait très rapidement sur la question de Kennedy et sur le film de Zapruder. Toute l'enquête après l'assassinat et en particulier la recherche autour du film d'Abraham Zapruder qui est le seul à avoir été de ce côté-là, parce qu'évidemment il y avait 2 autres caméramans de l'autre côté mais trop loin donc on ne voit pas grand-chose, et c'est d'essayer de voir dans cette image la vérité. Est-ce qu'on va voir entre la frame 375 et la frame 376 la balle arrivée? Là, ce qu'on voit dans ce dessin, c'est 3 choses. La position de Abraham Zapruder, qui était ici quand il a fait son film en Super 8. La position d'Oswald.
et puis différentes positions de la voiture, la Lincoln de Kennedy. Et donc là, ce qui est indiqué, c'est entièrement donc, la rotation, son mouvement à lui de la caméra, et en même temps, chaque image, alors il n'y a pas la totalité, mais voilà, ces lignes qui sont plutôt, on va dire, horizontales, toutes ces lignes, ça correspond à chaque fois à une image. Et donc on voit l'évolution de tous les angles. Donc ici, évidemment, comme on était très très loin, on voit que, voilà, il voit tout ça de la rue, et puis au moment de l'impact de la balle, voilà, c'est juste des petites images beaucoup plus serrées, quoi. Donc ça montre le film, mais en version plan. Tout mon travail, c'est systématiquement à partir de films, à partir d'événements historiques, etc., etc. Mais il faut qu'il y ait le problème de la médiation. Il faut qu'il y ait une caméra, il faut qu'il y ait un appareil photo. Un événement dans lequel il n'y a pas d'image ne m'intéresse pas. Parce que finalement, ce qui m'intéresse peut-être pas, c'est l'événement. Ce qui m'intéresse, c'est comment il est médiatisé et comment il est montré. Donc ça a glissé de là, si tu veux, de Blow Up, en passant par Kennedy. Et puis très rapidement, c'est arrivé, dès les années 2000, à travailler sur la guerre. C'est un gros fournisseur d'images, la guerre, malheureusement. L'armée, les dispositifs industriels militaires sont des gens qui inventent des nouvelles images. Donc les images de synthèse proviennent de là, et puis les images infrarouges, et puis les images night shot qui sont vertes. Voilà, il y a cette esthétique qui est apparue après la première guerre du Golfe, mais des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc tout d'un coup, maintenant, aujourd'hui, on la voit dans les fictions, dans les films, même dans la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on filme la nuit, le loft, voilà, on s'est mis à mettre des caméras de surveillance pour filmer la nuit. Voilà, donc il y a cette esthétique qui est apparue, voilà, ils inventent des nouvelles images, les militaires, et puis ils en produisent énormément. C'est une industrie à produire les images. Donc moi qui m'intéressais à ces questions-là, je pouvais que travailler là-dessus. Après, moi je m'intéresse pas du tout aux questions politiques, même si j'ai un avis, évidemment. Mais c'est jamais ça que je veux montrer. C'est vraiment la question de la médiatisation des événements et de la guerre par les images. Et de les reconstituer et de montrer l'illusion éventuellement et que les gens s'interrogent plutôt sur la véracité des images qu'ils voient. Puisqu'on voit en direct finalement que ce sont des jouets, que ce sont des maquettes qui sont filmées par des mini-caméras ou des grosses caméras. Ces caméras, des fois elles bougent, des fois c'est le décor qui bouge, etc., etc. Puis tout ça est visualisable pour le spectateur sur un écran, sur une vidéoprojection. Et là, l'ambiguïté, elle est là. Tout d'un coup, sur l'écran, on n'est plus sûr que c'est les jouets ou pas les jouets. Voilà, c'est tout ce travail d'illusion qui m'intéresse. Et que ça soit fait toujours en direct. La post-production ne m'intéresse pas de faire la vidéo post-produite où on verrait les effets, où on pourrait en effet vieillir les images. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire en direct. Comme ces images-là qui nous proviennent la plupart du temps en direct. C'est presque un arbre comme moi, ou comme mon travail. Parce que c'est un arbre cinématographique. C'est-à-dire qu'il est très très beau vu d'ici, mais dès que tu passes à droite ou à gauche, il est tout plat, et il n'est pas beau de l'autre côté. C'est comme si c'était un décor, cet arbre. C'est un truc un peu étrange.